Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il y a à la base de la programmation scientifique, c'est-à-dire les variables et les fonctions. Parce qu'en science, quel que soit le domaine, mathématiques, physique, etc., on travaille surtout avec des variables du type x, y, et des fonctions, par exemple f de x égale ax plus b. C'est pour ça qu'en programmation, on commence par voir ces deux choses-là. Donc là, je me trouve actuellement dans Spider, et je vais développer avec vous notre tout premier programme avec Python. Donc pour ça, je vais commencer par créer une variable, disons une variable x égale 1, et vous remarquez que lorsqu'on crée une variable, il faut immédiatement lui affecter une valeur. Sinon, Python n'aime pas ça et il nous dit « tu rentres chez toi ». Donc maintenant que j'ai créé une variable, je peux commencer à m'en servir. Et probablement la chose la plus simple à faire, c'est de tout simplement afficher cette variable dans la console lorsqu'on exécute notre programme. Pour ça, on utilise la fonction print et à l'intérieur des parenthèses, on écrit ce qu'on veut. Par exemple, notre variable x. Maintenant, je peux exécuter notre programme et quand le programme s'exécute, il m'affiche dans la console la valeur de la variable x, et non pas la variable x elle-même, mais la valeur. Au passage, dans Spider, en haut à droite, on a un explorateur de variables qui nous indique qu'une variable x de type integer, ce qui veut dire nombre entier, et de valeur 1, a bien été écrit dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, une variable, ça varie, d'où son nom. Donc on peut changer à n'importe quel moment dans notre programme la valeur de x. Par exemple, on peut dire que maintenant x est égal à 2, puis on va réimprimer x, et en exécutant à nouveau notre programme, on a successivement 1 et 2 qui s'affichent à l'écran, vu qu'un programme est exécuté de haut en bas. Donc la première ligne est exécutée en premier, puis la ligne 2, puis la ligne 3, etc. Maintenant, une réaffectation qui pourrait être plus intéressante que simplement écrire x égale 2, ça serait d'écrire que x est égal à x plus 1. Alors qu'est-ce que fait cette ligne ? Elle met à jour la valeur de la variable x en disant qu'elle est égale à la valeur actuelle de x plus 1. Or, à ce moment-là, quand on arrive sur la ligne 5, x vaut 2. Donc on va dire que x est égal à 2 plus 1. C'est-à-dire que à la fin de notre programme, x sera égal à 3. Si je réexécute mon code, là on voit 1, 2, 3. Maintenant, dans la pratique, cette ligne, on a une façon plus condensée, plus courte de l'écrire. On peut tout simplement écrire x plus égale 1. Voilà, c'est exactement la même chose. Tout ça c'est bien joli, mais c'est pas avec une seule variable qu'on va réussir à faire grand chose. Donc je vais créer une deuxième variable, disons y égale 2,5. Et maintenant je vais commencer à pouvoir faire des calculs. Bon, je vais pas vous montrer comment on fait une addition, vous êtes sûrement pas là pour ça. Donc grâce à la magie du montage, voici les différentes opérations de base pour faire de l'arithmétique. Donc on a plus, moins, multiplier, diviser. Et quand on écrit deux fois le symbole étoile, ça correspond à x puissance y. Maintenant, en plus de faire des opérations du type x plus y, quand on a deux variables, on peut aussi les comparer l'une avec l'autre. Par exemple, on peut voir si x est inférieur ou égal à y, ou bien si x est supérieur ou égal à y. Et quand on veut tester l'égalité, alors on écrit deux fois le symbole égal égal. Et à l'inverse, si on veut tester l'inégalité, on écrit point d'exclamation égal. Allez, on va exécuter tout ce code-là, et là, on a de haut en bas les différents résultats qui s'affichent. Donc, addition, soustraction, multiplication, etc., etc. Puis ensuite, on a de l'anglais qui s'affiche. True, false, false, true. Qu'est-ce que c'est tout ça ? C'est le résultat de nos comparaisons. Donc, la réponse à la question « Est-ce que x est inférieur ou égal à y ?» c'était « Oui, en effet, x est inférieur à y ». Et à l'inverse, non, x n'est pas supérieur à y, donc on a dans la console false qui s'affiche. Ces choses-là, true, false, false, true, c'est ce qu'on appelle des booléens, et ça nous permet de faire beaucoup d'opérations de logique ainsi que des comparaisons, comme ce qu'on vient de faire ici. En fait, les booléens, c'est aussi un type de variable. Par exemple, on peut créer une variable a et dire qu'elle est égale à true, et si maintenant j'exécute mon code, là dans mon explorateur de variables, j'ai une variable a de type bool et sa valeur est true. Au passage, ce que j'ai écrit là, et qui est grisé dans Spider, c'est ce qu'on appelle des commentaires. Et les commentaires, c'est des petites lignes de code qui ne sont pas prises en compte par l'ordinateur au moment d'exécuter le programme, et ainsi, on peut écrire dans des commentaires absolument tout ce qu'on veut pour documenter notre code et rendre notre code plus compréhensible. Voilà, donc ici, j'indique que là, je suis en train de faire des opérations arithmétiques. Maintenant, vu qu'on vient de parler des booléens, on va terminer en parlant de la logique.
Et là, comme avant, grâce à la magie du montage, voici les différentes opérations de logique pour respectivement faire l'opération AND, OR et le OU exclusif. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien rendez-vous sur Wikipédia et tapez fonction logique et vous verrez ce que c'est une porte et une porte OU et une porte OU exclusif. Bon, comme j'ai pas envie de vous assommer sous une tonne d'informations dans cette vidéo, je vais conclure en vous disant qu'il existe tout plein d'autres types de variables que les types numériques et les types booléens. Par exemple, il existe le type string, ça ce sont des variables qui nous permettent de stocker des chaînes de caractères, et pour ça, on crée ces variables en mettant la chaîne de caractères soit entre guillemets, soit entre apostrophes. Par exemple, une chaîne de caractères Guillaume 0. Et bien sûr, ces variables, on peut également les imprimer à l'écran en utilisant print. Et maintenant, j'exécute mon code, et voilà, on a dans l'explorateur une variable prénom de type string qui s'affiche, et dans notre console, on a la valeur Guillaume0 qui s'affiche. Et enfin, un tout dernier mot sur les variables. Ici, dans cet exemple, j'ai créé variable ligne après ligne, chose qu'on fait le plus souvent en programmation. Cependant, dans des cas très particuliers, il nous arrive de vouloir créer deux variables sur la même ligne simultanément, ou alors d'affecter deux valeurs à deux variables de façon simultanée. Pour ça, on écrit tout simplement les deux variables sur la même ligne, par exemple x, virgule, y, donc il faut les séparer d'une virgule, et ensuite on leur affecte leur valeur, donc par exemple 1, 2,5. Bon, maintenant qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur les variables, on va passer aux fonctions. Dans Python, quand on veut créer une fonction du type, par exemple, f de x égale, disons, x carré, eh bien on utilise l'expression lambda. Donc on écrirait f égale lambda de x, double point, x au carré. Donc ça, c'est équivalent à dire f de x est égal à x carré. Une fois qu'on a terminé d'écrire cette ligne, on va à la ligne et on peut utiliser notre fonction f. Par exemple, on peut écrire f de 3 et imprimer les résultats, et alors on va obtenir 9. Voilà. Et cette fonction f, bien entendu, on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Donc on peut faire f de 3, f de 4, f de 5, etc., etc. Bien entendu, on peut écrire une fonction mathématique aussi complexe qu'on le désire. Par exemple, on peut rajouter un deuxième argument, y, et écrire que on veut une fonction f de xy qui est égale à x au carré plus, disons, y. Et alors, si on exécute tout simplement notre code tel qu'il est, eh bien on va avoir une erreur. Pourquoi ? Parce qu'on va nous dire que, hey, il manque un argument y quand tu utilises f, puisque maintenant tu lui dis qu'il y a deux valeurs à faire passer. Donc on va écrire une deuxième valeur, et du coup on a 14. Maintenant, pour créer des fonctions, en général, on n'utilise pas lambda, parce que lambda, ça nous permet simplement de créer une fonction de type mathématique, exactement comme on vient de l'écrire. Mais nous, en programmation, lorsqu'on développe des fonctions, on cherche à développer une fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on veut qu'une fonction, elle nous permette de faire quelque chose. Par exemple, d'imprimer à l'écran plusieurs résultats, etc. Donc pour développer des fonctions plus complexes, on utilise une autre méthode. On écrit def pour définir notre fonction, puis on donne un nom à notre fonction. Ça pourrait être f comme avant, mais j'ai envie de donner un autre nom à ma fonction pour cette fois-ci. Par exemple, une fonction énergie potentielle. Donc une fonction qui permet de calculer l'énergie potentielle d'un corps mécanique. Et cette fonction, ensuite, on en ouvre les parenthèses, et là on va écrire les arguments, retenez bien ce terme, de notre fonction, c'est-à-dire les valeurs dont on a besoin pour faire notre calcul. Donc en l'occurrence, on a besoin d'une masse, ainsi que d'une hauteur, et on a aussi besoin de la constante de pesanteur G. Ensuite, une fois qu'on a terminé d'écrire cette ligne, on écrit double point, puis on va à la ligne. Et là, on se retrouve décalé par rapport au reste de notre code. Eh bien, toutes les lignes qui vont être décalées sous notre fonction vont être les lignes qui appartiennent à cette fonction, c'est-à-dire ce sont les instructions qui seront exécutées quand on appellera, c'est-à-dire quand on utilisera notre fonction. Donc par exemple, une première ligne qu'on voudrait écrire, ça serait le calcul de l'énergie potentielle. Donc E égale la fameuse formule MGH, donc masse fois hauteur fois G. Ensuite, une fois que cette ligne est écrite, je peux aller à la ligne et vous remarquez que je suis toujours en décalé et je peux écrire autre chose. Par exemple, maintenant je peux écrire print à l'écran E. Et une fois que j'ai écrit cette ligne, si je retourne à la ligne, je suis toujours en décalé. Mais bon, maintenant j'ai envie de terminer ma fonction. Donc j'annule l'alinéa, je retourne tout à gauche et là je peux réécrire tout ce que je veux. Ça fera de nouveau partie de mon code de façon normale. Par exemple, je peux écrire le message bonjour. Et si j'exécute mon code,
alors on se rend compte que bonjour est affiché à l'écran, ce qui veut dire que cette ligne a été exécutée. En revanche, ces lignes-là n'ont pas été exécutées parce que ces lignes sont simplement la définition de notre fonction. On n'a pas encore utilisé notre fonction, on l'a seulement définie. Si on veut utiliser notre fonction, eh bien il faut l'appeler, donc on écrit énergie potentielle, et ensuite on fait passer des valeurs pour nos arguments, chose que d'ailleurs Spider nous le rappelle. Donc voilà, passer une valeur pour masse, une valeur pour hauteur et une valeur pour G. Donc on va dire un homme de 80 kg à une hauteur de 5 mètres, et la constante de pesanteur elle est de 9,81. Maintenant si j'exécute mon code, eh bien j'obtiens bonjour, puis j'obtiens 3924. Alors c'est 3924 joules, donc on va rajouter joule dans la fonction print. Parce que je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais dorénavant vous le saurez, on peut écrire plusieurs choses dans print à condition qu'on sépare les différents éléments d'une virgule. Donc maintenant si je réexécute notre code, eh bien on a 3924 joules qui s'affichent dans la console. Maintenant j'ai envie d'attirer votre attention sur quelque chose de très important. Regardez bien notre explorateur de variables. Est-ce que vous y voyez E, masse, hauteur ou G? Non, on a juste les variables qu'on a créées au tout début de cette vidéo, c'est-à-dire A, X et Y. Pourtant E, c'est censé être une variable, vu qu'on fait des calculs avec, qu'on arrive à l'afficher à l'écran, etc. Alors comment ça se fait qu'il n'apparaisse pas ici? Eh bien en réalité, E, c'est ce qu'on appelle une variable interne. C'est-à-dire que c'est une variable qui n'existe que dans la mémoire, ou la tête si vous préférez, de notre fonction énergie potentielle. Je peux vous le démontrer, si je cherche à imprimer E en dehors de notre fonction, eh bien Python n'aime pas du tout ça, il nous dit qu'il y a une erreur et que E n'est pas défini, E n'existe pas. Il en va de même pour masse, hauteur et G, qui sont les arguments de notre fonction. En fait, les arguments, vous devez les comprendre comme étant simplement des prête-noms qui nous permettent de faire passer des valeurs ou des variables à l'intérieur de notre fonction au moment d'utiliser la fonction. Mais alors vous pourriez me dire, c'est bien chouette tout ça, mais si jamais j'ai envie d'utiliser le résultat de E pour la suite de mon programme, comment je fais? Eh bien pour ça, il y a une commande très importante qui est la commande return. Et la commande return, elle permet à la fonction de produire un résultat. Donc on peut écrire return E, et à ce moment-là, quand on va utiliser notre fonction, on va créer une variable, par exemple résultat, qui est égale au résultat de notre fonction, c'est-à-dire ce qu'elle nous produit, c'est-à-dire E. Et maintenant, si j'exécute mon code, eh bien, on peut voir que dans l'explorateur de variables, j'ai une variable résultat qui vaut exactement la valeur de E, c'est-à-dire 3924. Voilà, maintenant j'ai encore deux petites choses à vous dire sur les fonctions. La première, c'est que masse, hauteur et G, on a vu que c'est des arguments, mais ça en réalité ça s'appelle les keywords de nos arguments. Donc masse c'est le keyword de l'argument numéro 1, hauteur c'est le keyword de l'argument numéro 2, etc. etc. Autrement dit c'est le prête-nom. Et les keywords, au moment d'utiliser notre fonction, c'est-à-dire lorsqu'on écrit cette ligne-là, c'est bien utile de les réécrire. Masse égale 80, hauteur égale 5, afin de ne jamais se perdre et de bien comprendre de façon explicite ce qu'on est en train d'écrire dans notre code. Maintenant, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que G étant une constante, puisque bon, tant qu'on est sur Terre, G vaut toujours 981, eh bien on peut créer, lorsqu'on définit notre fonction, des valeurs par défaut. Pour ça, on écrit G égale 9.81 à l'intérieur de notre définition de la fonction. Et maintenant, on n'a plus besoin d'écrire la valeur de G pour faire notre calcul. Et bien sûr, si maintenant on veut calculer l'énergie potentielle sur une autre planète et que du coup G n'est plus égal à 981, c'est pas grave, on peut quand même faire notre calcul ici en précisant que G prend une autre valeur que sa valeur par défaut. Peut-être par exemple 6,52. Donc maintenant, si on exécute notre code, on voit bien qu'on a un résultat différent simplement parce qu'on a changé la valeur de G. Voilà, c'est tout pour cette vidéo dans laquelle vous avez appris vraiment beaucoup de choses. Si vous le désirez, je vous laisse un petit exercice qui serait de reprendre cette fonction énergie potentielle, d'y ajouter un quatrième argument qui serait par exemple un argument énergie limite, et de modifier un petit peu l'intérieur de cette fonction afin de retourner si l'énergie calculée ici est supérieure ou inférieure à l'énergie limite qui est passée en argument. Voilà, je vous donnerai la réponse à cet exercice dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.